Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, la conférence va être sur la plasticité cérébrale et intermodale en autisme et le modèle théorique du docteur Motron. Bon, je tiens à vous dire que je ne suis pas médecin ou neurologue. C'est donc une présentation qui se base sur mes interprétations de mes lectures de la littérature scientifique ainsi que la discussion avec d'autres chercheurs. Je vous rappelle que le PowerPoint est un outil de soutien à la conférence et ne devrait pas être utilisé indépendamment. Et les références citées sont en accès libre pour favoriser une distribution de la connaissance à tous, mais j'ai basé la présentation sur la littérature scientifique. Je suis une personne autiste et un collaborateur direct ou indirect avec quelques chercheurs des différentes recherches qui ont été utilisées pour monter la conférence. Ainsi, évidemment, ça va créer certains biais dans ma présentation et dans ma perception qu'il faut prendre en considération, même si la démarche se veut le plus neutre et objective possible. J'ai quand même choisi de présenter ce modèle-là plutôt qu'un autre. Qui je suis? Je suis un co-chercheur en autisme, notamment sur des thématiques d'inclusion et de médicale. Je suis un consultant expert au CIUS nord de l'île de Montréal, un patient partenaire au CHU Sainte-Justine. Je fais partie du comité formateur du ECHO troubles neurodéveloppementaux en santé mentale, qui est une formation pour les professionnels de santé sur des cas cliniques. Membre du comité d'engagement communautaire du réseau de transformation des soins en autisme, conférencier et blogueur. La plasticité cérébrale, en gros, c'est la capacité du cerveau à modifier ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences de vie. Autrement dit, ça permet de créer, détruire des connexions entre les hémisphères, de détruire, créer les sillons et de créer, détruire des neurones. Ça existe chez tous les êtres humains. Et c'est ça qui explique notamment la guérison du cerveau, comme dans les AVC. Jusqu'à tout récemment, avant la connaissance de la plasticité cérébrale, on croyait que le cerveau était immuable et quand il se produisait un événement qui affectait la composition du cerveau, il ne pouvait pas se régénérer, alors que maintenant, avec la plasticité cérébrale, on sait que le cerveau se développe et se transforme dans le temps. La plasticité intermodale est une réorganisation des neurones qui modifie les fonctions d'une zone cérébrale comparativement à un cerveau typique. Si on prend l'exemple d'une personne aveugle, la zone de la vue elle sert à autre chose qu'à la perception visuelle pour une personne aveugle. Ça fait qu'on a deux types de zones, c'est-à-dire qu'il y a une zone cérébrale qui est fonctionnelle, celle qui dit de surfonctionnement, et qui implique les tâches pour lesquelles elle est créée et elle sert dans un cerveau typique, soit par exemple l'audition chez une personne aveugle qui est la zone qui fonctionne normalement chez la personne aveugle, et il y a une zone qui est non fonctionnelle, qui est dite de fonctionnement, c'est-à-dire la zone pour laquelle les fonctions ne peuvent pas être exécutées. Et là, chez la personne aveugle, c'est la vue. Il faut comprendre que la zone de sous-fonctionnement va être utilisée à autre chose chez une personne aveugle et les fonctions vont être celles de la zone de surfonctionnement. Donc, pour une personne aveugle, sa zone de la vue ne sera pas une zone morte et inactive complètement. Elle va se faire attribuer d'autres fonctions que celles pour la vision et ça va être les fonctions en lien avec l'audition. Autrement dit, une personne aveugle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui entend mieux, mais qui est dépendant de son audition pour d'autres fonctions. Et on peut nommer, par exemple, la position dans l'espace au point de vue géographique et la localisation. Et là, il faut savoir que la plasticité intermodale existe aussi chez les personnes autistes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires jusqu'ici? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais continuer. La plasticité chez les personnes autistes, dans le fond, elle existe. On a les deux types, soit la cérébrale et l'intermodale.
et ça a des impacts à différents niveaux. Ça en a pour toutes les personnes autistes, ça en a chez certaines personnes autistes selon des spécificités et ça a des impacts aussi au niveau théorique, soit le modèle du docteur Motron et une explication pour la différence de prévalence entre les sexes. C'est tous des sujets qu'on va explorer plus amplement au cours de la présentation. Au niveau des impacts pour toutes les personnes autistes, on a remarqué qu'il y a une connectivité réduite entre certaines aires du cerveau, ce qui soulèverait une hypothèse d'un fonctionnement plus indépendant. Ici, les personnes autistes ont une indépendance par rapport aux fonctions de chaque aire cérébrale qui serait supérieure à des personnes neurotypiques. Et ce qui fait que, dans le fond, on serait moins dépendant du cerveau global au sens de généralisation pour avoir une activité ou une fonction spécifique. On aurait une connectivité accrue dans une zone ou une région du cerveau où on aurait plus de neurones, mais ils seraient plus petits. Et un tiers des personnes autistes auraient une macrocéphalie, ce qui veut dire des plus grosses têtes au point de vue de dimension. Donc, les corps calleux seraient plus petits, ce qui serait une hypothèse de communication réduite entre les deux hémisphères. Et en parallèle avec ça, on aurait des structures et des fonctions moins létalisées, c'est-à-dire que les tâches seraient moins par hémisphère et plus généralisées au niveau de tout le cerveau. Ce qui aurait peut-être un lien avec le corps calleux qui est plus petit. Et il y aurait une surcroissance précoce du cerveau avec stabilisation dans le temps, c'est-à-dire que les cerveaux des personnes autistes grossissent plus vite que les personnes neurotypiques pour arriver à une taille qui est similaire à celle de neurotypique, qui est à une stabilisation pour avoir une taille qui est à peu près similaire rendue à un certain âge, mais celui-ci se développerait beaucoup plus vite au niveau du cerveau. Tout ça fait qu'il y a plus de différences dans les cerveaux entre les personnes autistes que les cerveaux des personnes neurotypiques entre elles. Et en gros, ça explique une organisation différente et donc des forces et des faiblesses qui sont différentes chez les personnes autistes comparativement aux personnes neurotypiques. Questions, commentaires sur cette partie-là des caractéristiques propres à toutes les personnes autistes. Si on continue, un des impacts aussi qu'on a, c'est toute la notion de surperfectionnement en autisme, c'est-à-dire que les personnes autistes ont un perfectionnement supérieur dans certaines notions, notamment que la perception sensorielle est beaucoup plus importante chez les personnes autistes. Et là, dans le sens de plus importante, c'est aussi plus efficace au niveau de la perception, c'est-à-dire que les personnes autistes ont un champ de perception au niveau du spectre qui est plus large que les personnes neurotypiques. Et là, ça varie un peu entre les personnes, mais c'est autour de 15%. Donc, une personne autiste entend 15% plus de sons, voit 15% plus de nuances lumineuses, etc. pour le goût, l'odorat et le toucher. Et là, c'est important de comprendre la distinction avec l'hyperréactivité, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que le système neuronal perçoit un signal amplifié ou plus important pour un stimuli qu'une autre personne, c'est vraiment qu'il y a une perception plus grande au niveau du spectre. Donc, on perçoit un plus grand nombre de signaux et de stimuli que les personnes neurotypiques. Il y a une plus grande indépendance de la perception sensorielle dans les processus top-down. Pour faire simple, puisque la présentation n'est pas sur la notion de perception, c'est qu'il y a 3 niveaux de fonctionnement dans la perception.
et le troisième et les niveaux sont interreliés entre eux, c'est-à-dire que le niveau 1 affecte le niveau 2 affecte le niveau 3, mais aussi dans le sens inverse. Le niveau 3 va avoir des impacts sur le niveau 2 et le niveau 1. Et c'est quand on parle du niveau 3 vers le niveau 1 qu'on appelle ça un processus top-down. Et pour les personnes neurotypiques, les processus top-down sont automatiques et sont conditionnés dans le sens qu'ils n'ont pas de contrôle sur ces processus-là. Or, ils se font de façon naturelle, sans volonté, alors que chez les personnes autistes, ils ont un contrôle possible sur les processus top-down. Un des impacts que ça implique, c'est que, par exemple, les personnes autistes sont conscientes d'être devant une illusion d'optique, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'illusion d'optique ne les affecte pas, dans le sens que si on demande à une personne autiste ce qu'elle voit, elle va répondre comme une personne neurotypique et elle va décrire l'illusion d'optique. Par contre, si on y pose la question objective par rapport à l'illusion d'optique, ils sont capables de dissocier l'illusion d'optique versus la réalité de la représentation et de donner une réponse qui est la réalité et non la perception de l'illusion d'optique. Et que concrètement, si on prend l'exemple quand on a les barres avec les flèches au bout, bien, une personne autiste va dire, comme n'importe quelle personne neurotypique, il en perçoit une plus grande que l'autre. Par contre, il est capable de dire que dans la réalité, les deux sont de la même longueur. Si on lui pose la question, s'il y en a une qui est plus longue que l'autre, il va répondre que non. Si on lui demande qu'est-ce qu'il voit, il va dire qu'il y en a une qu'il voit qui est plus longue que l'autre. Un rôle plus important de la perception dans les processus cognitifs, c'est-à-dire que les personnes autistes utilisent leur perception beaucoup plus pour tous les processus cognitifs. Ça a un rôle beaucoup plus important. Les ondes sont beaucoup plus actives dans ce sens-là. Et là, c'est pour tous les processus cognitifs. Je donne le décodage social, l'intelligence, mais tous les autres aussi. Et la perception est beaucoup plus impliquée. Il y a aussi une plus grande capacité à percevoir les détails sans perdre l'image globale, c'est-à-dire que les autistes se concentrent beaucoup plus sur les détails dans une image et sont beaucoup plus efficaces pour retrouver des détails ou des objets spécifiques dans une image globale. Par contre, si on leur demande de l'information sur une image globale, ils peuvent l'apercevoir au complet sans aucun problème et faire la généralisation pour parler d'une image globale et pas seulement des détails qui la composent. Ce qui amène souvent le principe pour lequel moi je définis l'autisme quand je vais donner une explication simple, c'est que les personnes autistes perçoivent les détails vers le général, alors que les neurotypiques font l'inverse, soit du général vers les détails. En gros, ce que ça donne, c'est qu'une personne autiste va dire le ciel est bleu, le soleil est présent et il y a des nuages blancs, donc il fait beau. Alors qu'une personne neurotypique va dire il fait beau parce qu'il y a le soleil, le ciel bleu et les nuages blancs. On a aussi une performance dans différents tests, notamment le PicoBlock. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le PicoBlock, c'est des carrés rouges et blancs qu'on doit assembler ensemble pour faire des figures géométriques plus complexes ou des dessins. Ici, ça reprend le concept de la perception des détails pour la figure globale, c'est-à-dire que les personnes autistes sont plus performantes dans ces tests-là parce qu'ils sont capables de synthétiser en petites parties une image globale qui représente chaque petit carré blanc et rouge du test pour créer une image globale et les assembler. Il y a le facteur P au lieu du facteur G, c'est-à-dire que chez les personnes non autistes, il y a un lien direct entre les performances aux tâches perceptives et le quotient intellectuel,
un haut quotient intellectuel donne de hautes performances aux tâches perceptives, alors que chez les autistes, il n'y a pas ce lien direct-là, c'est une indépendance, c'est-à-dire peu importe le quotient intellectuel de la personne autiste, ça n'affecte pas la perception aux tâches perceptives. Donc, une personne autiste peut avoir un faible quotient intellectuel et avoir une très haute performance aux tâches perceptives, et l'inverse pourrait être aussi vrai, mais beaucoup moins probable. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie des impacts pour les personnes autistes? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec les spécificités en autisme en lien avec la plasticité intermodale. Autrement dit, la plasticité intermodale se manifeste différemment selon des sous-groupes chez les personnes autistes. Et on a dans les deux groupes, on a les autistes non-verbaux en bas âge, ceux qui étaient appelés avant les autistes de Kanner ou l'autisme classique. Et là, il faut comprendre qu'ici, il n'y a aucune référence à la notion de déficience intellectuelle, mais c'est vraiment en lien avec le fait d'utiliser ou non la communication verbale en bas âge. Donc, les autistes qui ne communiquent pas verbalement en bas âge ont un surdéveloppement de la zone perceptive. Et ça veut dire qu'elle est plus grosse au sens de la physique du terme, de la taille, ce qui amène un pic de performance aux habiletés visio-spatiales. Ils ont des forces dans les moyens de communication non verbaux. Et là, je vous donne l'exemple du langage conceptuel de SACAD. Il y a un haut taux d'hyperlexie, c'est-à-dire lire avant de parler. Ces personnes-là vont être aptes à lire avant d'utiliser la communication verbale. Et là, il faut comprendre que la capacité à lire vient du fait que c'est une question de décodage de symboles auxquels on attribue un sens. Et les symboles sont les lettres. Donc, quand on a de grands pics aux performances en habileté visio-spatiale, on est apte à décoder les symboles et à leur attribuer une notion significative. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire les travaux d'Alexia Ostrolenk. J'espère ne pas trop me tromper dans la prononciation, qui consacre son champ d'études notamment à l'hyperlexie. Et ça fait que les intérêts spécifiques sont en lien aussi avec la perception. L'alignement, les choses qui tournent, les couleurs, les plaques numérologiques, etc. Les plans de métro et ces choses-là. Par contre, ils ont un sous-développement de la zone langagière, c'est-à-dire qu'elle est plus petite au sens de physique de la taille, ce qui engendre le retard dans l'utilisation de la communication verbale et des exigences supplémentaires pour communiquer verbalement. Ça donne une apparence de déni en bas âge. Par contre, il faut comprendre que ça n'a pas d'impact sur la capacité de compréhension de la communication verbale. Et la preuve à ça, c'est que la grande majorité des personnes autistes n'ont pas de déficience intellectuelle et que c'est seulement une apparence. Et si on communique verbalement avec un autiste qui ne parle pas, dans la très grande majorité des cas, on va se rendre compte qu'il nous comprend et qu'il peut exécuter les demandes qu'on fait. Donc, ce n'est pas une démonstration que la personne est déficiente intellectuelle. Au contraire, si elle était déficiente intellectuelle, elle ne comprendrait pas les consignes qu'on évoque ou les demandes qu'on fait et elle ne pourrait pas les exécuter. Il faut donc comprendre que la communication verbale, ce n'est qu'un moyen pour interagir avec quelqu'un. Ce n'est pas une démonstration de capacité intellectuelle ou quoi que ce soit, ou de niveau d'autisme ou d'autres choses. Ce n'est qu'un moyen, au même titre qu'on pourrait communiquer par des signes, par des sons, par l'écriture ou autre. Donc, la communication verbale est un moyen et non une preuve de capacité de communiquer ou de compréhension à la communication. Autrement dit, c'est des autistes qui n'utilisent tout simplement pas le moyen de communiquer qui est la parole et ils utilisent d'autres choses pour
communiquer avec nous en attendant de l'utiliser pour interagir avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le comprennent pas. Il y a une autre catégorie, c'est les autistes verbaux en bas âge, ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger. Et là, encore une fois, il n'y a aucune référence à des notions de quotient intellectuel ou d'autonomie. C'est vraiment le concept d'utiliser la communication verbale en bas âge. Donc, ces autistes-là ont un surdéveloppement de la zone du langage qui est plus grosse, ce qui fait qu'ils ont une force en vocabulaire et en similitude de concepts. Et là, je vous rappelle, la similitude de concepts, c'est les notions, ce qui est pareil entre deux concepts, comme par exemple entre un marteau et un tournevis, qui sont deux outils. Ça fait qu'ils ont des intérêts spécifiques en lien avec des thématiques. Et que là, on peut penser, par exemple, à l'Égypte ancienne, aux échecs, aux dinosaures, etc. Et eux, contrairement aux autistes non-verbaux en bas âge, ils n'ont pas ou peu d'hyperlexie, mais par contre, ils ont une lecture précoce, c'est-à-dire qu'ils vont lire vers 4 et 5 ans au lieu de l'acquisition plus normale qui est quelques années plus tard. Donc, ils vont parler avant de savoir lire, mais ils vont quand même lire avant la grande majorité des enfants. Au niveau du sous-développement du cerveau, c'est la zone perceptive qui est plus petite. Et là, ça explique la maladresse physique que l'on retrouve chez beaucoup d'autistes verbaux en bas âge. Le docteur Motron parle du phénomène du vélo. Et là, ce n'est pas quelque chose répertorié dans la littérature, mais il donne ce terme-là pour décrire le nombre impressionnant de personnes autistes verbaux en bas âge qui sont inaptes à faire du vélo, même s'ils ont 10, 12, 14 ans, étant donné leur maladresse physique. On retrouve aussi énormément dans cette notion-là de personnes autistes qui sont dyspraxiques. Il faudrait peut-être faire une évaluation plus exhaustive pour arriver à bien différencier la notion de dyspraxie en tant que problématique, situation neurodéveloppementale, le spécifique du cerveau versus le sous-développement de la zone perceptive, mais le haut taux de dyspraxie vient refléter cette notion-là de maladresse physique. Et ça implique aussi une difficulté dans les tâches visio-spatiales. Donc, tout ce qui comprend la géométrie spatiale, ces choses-là vont amener des difficultés chez les personnes autistes verbales en bas âge. Avant qu'on commence le modèle théorique du docteur Motron, est-ce qu'il y a des questions sur les sous-catégories et les impacts de la plasticité intermodale chez les autistes? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va faire le modèle théorique du docteur Motron. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un modèle théorique et comme tout modèle théorique, ce n'est pas quelque chose qui s'applique cliniquement au sens qu'on ne peut pas le faire pour une seule personne. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas incluses dans tous les modèles théoriques ou qui vont être disparates du modèle théorique. C'est vraiment un concept pour essayer d'expliquer tout le fonctionnement que l'on retrouve au niveau clinique et celui-ci a des forces et des faiblesses comme tout modèle théorique sur les concepts. Ainsi, selon le docteur Motron, au niveau de l'autisme, on aurait ce qu'on appelle un déclencheur ou un déclenchement, c'est-à-dire que pour qu'une personne soit autiste, elle doit avoir un potentiel génétique pour avoir de la plasticité intermodale. Puisque selon le modèle, les personnes autistes ont spécifique au niveau du cerveau en ayant ce phénomène-là de plasticité intermodale. Donc, en partant, il faut déjà avoir un niveau, une possibilité d'avoir de la plasticité intermodale pour pouvoir être autiste. Ça explique notamment la différence, par exemple, entre des conditions médicales et les neurotypiques qui, eux, n'ont pas de possibilité.
et avec d'autres conditions qui, eux, n'ont seulement la possibilité de l'hyperplasticité et non de la plasticité intermodale. Et l'hyperplasticité, c'est un fonctionnement différent des synapses, qui est une autre particularité neuronale du cerveau, qui est différente de la plasticité intermodale, et qui se retrouve dans plusieurs autres conditions neurologiques, mais qui serait une distinction dans ces conditions-là versus l'autisme, vu que celle-ci n'aurait pas de possibilité pour avoir une plasticité intermodale. Une fois qu'on a le potentiel de déclencher une réaction de plasticité intermodale, on doit avoir un certain seuil d'activation, c'est-à-dire que on peut avoir la possibilité d'avoir la plasticité intermodale au niveau génétique, mais que celle-ci ne soit pas déclenchée par les gènes et dans le cerveau et qu'on se retrouve avec seulement un phénomène d'hyperplasticité ou aucune activation dans le cerveau. Ce seuil-là provient, ce seuil d'activation-là va se faire déclencher par une atteinte. Et là, quand on parle d'une atteinte, il faut le comprendre au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause qui va permettre d'atteindre le seuil d'activation. Elle peut être au niveau génétique, mais elle peut être aussi au niveau de l'environnement, c'est-à-dire l'influence de l'externe de la personne par rapport à sa génétique. Et là, comprenons-nous, ça ne veut pas dire que ça supporte les concepts de la psychanalyse avec la mère frigide ou l'influence du parent, mais plutôt que l'environnement dans lequel la personne évolue au sens de milieu de développement de vie globalité peut avoir un impact sur les gènes et favoriser l'atteinte du seuil d'activation. Donc, ce n'est pas juste une question de génétique, mais l'influence aussi, mais l'environnement aussi a une influence sur l'expression génétique d'une personne. En gros, ce que ça explique comme possibilité, c'est qu'on retrouve chez les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même génétique, des situations où un va être autiste et l'autre ne le sera pas. Et c'est justement parce que dans ce cas-là, le seuil d'activation a été atteint pour un et pas pour l'autre. Et c'est dû à l'environnement. Et ça explique aussi les conditions génétiques, c'est-à-dire que les personnes qui ont une génétique pour avoir un X fragile vont être autistes avec le X fragile, alors que d'autres vont seulement avoir le X fragile comme situation. Allô? Bonjour, on vous entend. Du tout. Attends, je vais juste mettre mon truc là, voilà. Oui, c'est gentil, j'ai vu ton SMS tantôt. Ah si, je l'ai reçu. Mais écoute, je voulais voir avec Thibaut, mais c'est super gentil, ça nous fait super plaisir. Mais je pense que ça va être un peu trop ce week-end parce que moi, je suis en épuisement total. J'ai besoin vraiment terriblement de repos là. Désolé pour l'interférence. Donc, si on reprend, il faut comprendre qu'il y a donc deux critères nécessaires pour avoir un phénomène de plasticité intermodale, soit la possibilité ou le déclencheur et le seuil. Avoir simplement un déclencheur ou la possibilité d'avoir de la plasticité modale, il ne suffit pas. Il faut une certaine force pour atteindre un niveau d'activation. Donc, si on a le déclencheur, mais pas le niveau d'activation, on n'aura pas de plasticité intermodale. Et si on a les deux, la plasticité intermodale va se manifester. Une
une fois que la plasticité intermodale se déclenche chez la personne autiste, elle va avoir un phénomène qu'on appelle de ciblage, hein, c'est-à-dire que le même phénomène de plasticité intermodale, hein, soit un même déclencheur et un même niveau d'activation, va toucher différentes zones du cerveau et c'est là qu'on va faire la distinction entre les autistes verbaux en bas âge ou les autistes non-verbaux en bas âge. Et finalement, avec ce ciblage-là, on va avoir un effet de négligence, c'est-à-dire que certaines zones vont être sous-développées. Et là, c'est la particularité de la plasticité intermodale en autisme. C'est-à-dire que si on compare la plasticité intermodale chez les personnes aveugles ou sourdes, il n'y a pas de négligence dans leur plasticité intermodale. C'est vraiment seulement en autisme qu'on a cette notion-là de surfonctionnement et de déficit, alors que pour les autres situations de plasticité intermodale, il n'y a pas cette augmentation de capacité-là et cette diminution-là dans d'autres capacités. C'est vraiment juste une utilisation différente des ondes cérébrales. Cette négligence-là va amener que les autistes verbaux vont avoir une perception qui va être en surfonctionnement, un déficit au niveau de la communication orale, alors que les autistes verbaux vont avoir l'inverse, soit une communication orale en surfonctionnement et des déficits au niveau moteur. Autrement dit, les faiblesses en autisme qu'on retrouve dans les différents tests et les différentes descriptions, c'est à cause de la négligence neuronale, soit les déficits que la plasticité intermodale engendre chez la personne autiste. Ça fait que la zone de surfonctionnement chez une personne autiste est utilisée pour plusieurs autres tâches qui n'ont aucun lien avec la fonction comme telle. Donc, une personne autiste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est meilleur en perception ou en langage, mais c'est quelqu'un qui dépend de ça pour faire l'ensemble de son fonctionnement. Autrement dit, une personne autiste non verbale va utiliser sa zone de perception pour toutes les tâches, même si celles-ci n'ont aucun lien avec la perception en tant que telle. Et c'est la même chose pour une personne autiste verbale en bas âge. C'est la zone du langage qui va être utilisée, même si ça n'a pas de lien avec le langage. Par exemple, la perception visuelle. La zone du langage va quand même être utilisée et activée dans ces tâches-là. Donc, ce n'est pas seulement comme une personne aveugle ou sourde qui a une surperformance, mais c'est vraiment une activation omniprésente de ces zones-là. Finalement, ça expliquerait les notions de prévalence et de distinction chez les sexes. C'est-à-dire que oui, on reconnaît que les critères biaisent les évaluations en faveur des hommes. Les critères de diagnostic sont faits donc majoritairement à partir d'hommes et sont répliqués sur des hommes. Par contre, ça ne suffit pas, cette hypothèse-là ou cette affirmation-là, pour expliquer toute la différence de prévalence entre les deux sexes. Il faut comprendre que, là, 50 ans, on avait un ratio de 4 garçons pour une fille environ en autisme, alors que maintenant, on est à 3 garçons pour une fille. Et malgré toutes les recherches en lien avec la notion d'autisme au féminin, on n'arrive pas à faire diminuer ce ratio-là. Et même si on prend des groupes très spécifiques au niveau de l'âge adulte, on reste quand même dans un ratio de 2:1. Ce qui n'est pas nécessairement surprenant parce que dans énormément de conditions neurodéveloppementales, il y a un ratio qui n'est pas 50-50, mais chez l'autisme, on retrouve cette proportion-là favorable à l'égard des garçons et la plasticité intermodale serait sûrement une explication parce que le développement est différent chez les hommes et les femmes. Les hommes auraient un seuil plus bas. Donc, c'est plus facile d'avoir la plasticité intermodale pour un même déclencheur, ce qui veut dire que même si l'homme et la femme ont tous les deux la possibilité d'avoir la plasticité intermodale, la force d'activation
est beaucoup moins grande chez l'homme que chez la femme pour avoir la plasticité intermodale. Et ça, on appelle ça le facteur de protection de la femme qui existe dans plusieurs autres conditions neurodéveloppementales. Et en plus, chez les hommes, le cerveau favoriserait les ondes perceptives ou de langage dans les phénomènes de plasticité cérébrale. Donc, en plus, chez l'homme, d'être plus facile d'avoir un déclencheur, on aurait aussi ce ciblage-là qui est beaucoup plus simple ou qui est beaucoup plus orienté vers les notions de l'autisme. Les références, questions, commentaires. Je dois comprendre que tout a été parfaitement clair. Je sais que certains se sont joints au cours de la présentation, non? Mais pour les autres personnes, ne vous gênez pas si vous avez des questions. Oui, moi j'aurais une question en fait. Est-ce que ça serait possible d'avoir votre présentation PowerPoint? Est-ce que vous pouvez la déposer sur Facebook ou parce que j'essaie de prendre des notes, j'ai pas eu le temps de tout prendre les notes là, que vous avez dit. Oui, dans le fond, oui, elle va être. Je vais mettre l'enregistrement disponible dans le fond sur mon blog une fois que ça va être publié. Et dans le texte de mon blog, je vais mettre mon adresse courriel pour ceux qui voudraient la présentation, mais je vais aussi la mettre sur Facebook. Donc, disponible pour les personnes qui seraient intéressées à l'avoir là. Merci beaucoup. Puis j'avais une autre question aussi pour vous. Là. Quand vous avez parlé là, de concept là, de surfonctionnement puis de sous-fonctionnement, en fait, vous aviez dit que c'était propre aux conditions en autisme. Donc, est-ce que je peux comprendre là, que, admettons, là, pour tous les autres troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH ou les autres troubles concomitants comme ça, c'est pas c'est pas le même concept. Dans le fond, ça ne s'appliquerait pas? C'est ça. Dans le fond, c'est parce que les autres troubles, les autres conditions neurodéveloppementales n'ont pas de phénomène de plasticité intermodale, donc ils n'ont pas de zone surdéveloppée au sens de taille et d'efficacité et de zone sous-développée. Et donc, on ne peut pas parler de surperfectionnement, dans le sens que l'expression surperfectionnement est dans le sens vraiment d'avoir une notion de surperformance par rapport à des capacités normales ou typiques. Et là, quand on fait des tests cognitifs chez les personnes autistes, on remarque très bien dans les profils cognitifs que ceux-ci sont vraiment avec des pics importants. C'est-à-dire qu'un profil typique va être plutôt dans une courbe qui va être en vallon ou en une courbe plus ou moins plate, ou en tout cas avec une variation minimum, maximum assez limitée, peu importe le domaine de capacité cognitive qui est étudié, alors que les profils des personnes autistes sont vraiment dans des pics, c'est-à-dire soit sont très forts, soit sont très faibles, mais il n'y a pas comme une moyenne entre les deux. Et là, selon la catégorie, les pics vont être vraiment à des endroits spécifiques, alors que les faiblesses vont être dans d'autres. Et ça, c'est en lien avec le surfonctionnement de la zone cérébrale, que ce soit la perception ou le langage. Merci beaucoup. Ça, c'était dans le fond en référence aux écrits de Samson 2016. Est-ce que vous pourriez me dire exactement l'ouvrage de référence? La recherche exacte, je peux vous la donner. Et c'est, donnez-moi quelques instants que je vous donne la citation exacte de la recherche. C'est c'est Fabienne Sanson
et je l'ai ici. C'est Fabienne Sanson et collaborateurs. C'est dans le Home Brain Map de 2012. Ben, je pense que ça va être plus simple que je vous donne la référence complète dans le chat. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une méta-analyse qui a été faite par Fabienne Sanson sur ces notions-là en autisme et en gros, elle démontre clairement qu'il y a des activations différentes au niveau du cerveau chez les personnes autistes par rapport aux personnes neurotypiques selon les tâches qui sont demandées. Et là, on retrouve vraiment des activations différentes selon les sous-groupes. En lien avec les tâches demandées, contrairement aux personnes neurotypiques. Et là, il faut comprendre que même si cette démonstration-là existe dans une notion de méta-analyse, on ne peut pas l'utiliser comme élément de diagnostic, comme outil de diagnostic pour la personne autiste en tant que telle, parce que chez une personne seulement, ça peut être des micro-différences et là, les outils ne sont pas assez développés pour repérer toutes les micro-différences chez une personne comparativement à une autre. Et c'est l'effet de groupe qui fait qu'on remarque ces différences-là. Donc, c'est par le nombre qu'on voit qu'il y a vraiment des subtilités qui émergent, mais ce n'est pas encore un outil qu'on peut utiliser au niveau d'un diagnostic individuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, ça va mettre fin à la présentation. Je vous rappelle qu'elle va être disponible sur Internet pour ceux qui voudraient la revoir ou la voir et que le PowerPoint va être disponible avec pour faire le suivi sans aucun problème. Donc, je vous remercie d'avoir été présent pour cette présentation et j'espère que ça a répondu à vos questions ou en tout cas que ça a amené une nouvelle compréhension de l'autisme par rapport au fonctionnement de la personne.